Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis heureux de vous accueillir pour ce point presse de nouvelle année avec Carole Caranta, la directrice générale déléguée Sciences et Innovation, et un certain nombre de collègues membres du collège de direction d'INRAE qu'on va vous présenter dans le courant de la présentation. Laisse les derniers arrivants s'installer. Voilà. Et je vais commencer, ce qui n'est pas peut-être une surprise pour vous, mais par vous souhaiter une très belle année pour vous à titre personnel, mais aussi, j'allais dire et surtout, collectivement pour votre activité très importante de journalistes qui avaient beaucoup de choses à relater dans des moments complexes. On va y revenir. La science, la recherche est très attendue, j'y reviendrai également, et l'activité de la presse est évidemment cruciale pour rendre compte de ces avancées scientifiques. Je souhaite une belle année autant que possible aussi à notre agriculture, à nos agriculteurs, à nos agricultrices qui, vous le savez, en France, mais aussi en Europe et dans le monde, font face à des crises difficiles sur lesquelles nous nous mobilisons. On espère que ça va s'arranger, qu'on aura l'occasion pour le Salon de l'agriculture de redonner des motifs d'espoir à cette agriculture. Mes voeux s'adressent évidemment aussi largement à la recherche, pour la recherche, à la communauté scientifique qui est mobilisée, qui est parfois mise en cause dans le monde, dans ses libertés académiques, qui peut faire aussi l'objet de débats quand on pense aux discussions budgétaires dans notre pays, comment et jusqu'à quel point on peut préserver l'investissement pour l'avenir qu'est la recherche et évidemment des sujets de préoccupation. Donc j'espère que cette année 2026, qui commence dans un contexte international troublé, pourra apporter des signaux positifs pour la science, pour la recherche, pour l'agriculture, l'alimentation et plus globalement pour le bien commun. Alors l'objet de cette conférence de presse, c'est de vous présenter notre stratégie. La stratégie INRAE 2030, elle a été conçue au moment où on a créé ce bel organisme en 2020. On a fusionné l'INRA et IRSTEA. On s'est doté d'une feuille de route INRAE 2030. 5 ans plus tard, le temps passe vite. En 2025, donc l'an passé, on a souhaité faire un bilan à mi-parcours. Et Dieu sait qu'il s'était passé des choses pendant ces 5 premières années pour réajuster, réadapter cette stratégie en tenant compte à la fois du changement dans la recherche elle-même. Les fronts de science évoluent, évidemment, vous en doutez, mais aussi en tenant compte du contexte global, qui est un contexte, encore une fois, qui est éminemment variable. C'est cette évolution de nos priorités de recherche qu'on va vous présenter ce matin en essayant de le faire de façon à la fois rythmée, synthétique, pas de façon globale, exhaustive, mais avec des exemples qui vont vous être présentés. On va mettre le focus sur des défis recherche et innovation. Dans la grande stratégie de recherche, je vais vous la rappeler rapidement, qui porte sur les 10 prochaines années. En fait, c'est des priorités scientifiques qui sont évidemment des priorités de moyen et long terme. On a voulu mettre l'accent sur un certain nombre de sujets clés sur lesquels on sait qu'on est attendu. La recherche est attendue, INRAE, mais pas que. INRAE et ses partenaires de la recherche du développement. Et on va prendre 5 exemples de défis recherche et innovation. Alors, sur le contexte lui-même, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Et je n'ai pas le temps, si on veut garder du temps pour les échanges avec vous, de rentrer trop dans les détails. Mais vous l'avez à l'esprit. La succession de crises sur les 5 années ou les 6 premières années de 2020 à 2025, qui sont à la fois des crises sanitaires, des crises économiques, des crises géopolitiques, des crises sociales, et la façon dont elles se combinent adresse des chocs qui sont plus forts encore que ce qu'on pouvait prévoir quand on a tracé notre feuille de route INRAE 2020. On avait évidemment déjà vécu des chocs climatiques qui impactent notre agriculture, notre secteur forestier, les systèmes alimentaires. Ils se sont plutôt renforcés, ils se sont succédés, ils se sont amplifiés et ils ont un effet combinatoire avec des crises sanitaires. La multiplication des épizooties qui peuvent parfois devenir des zoonoses, donc des maladies du cheptel qui touchent notre élevage, qui parfois aussi peuvent avoir des conséquences pour la santé publique, se sont succédés à un rythme de pratiquement 1 à 2 crises sanitaires par an.
Elle se combine aussi avec ces chocs géopolitiques et l'administration Trump, depuis cette dernière année, ces derniers mois, pour ne pas dire ces derniers jours, a pris des décisions qui ont des impacts forts sur l'activité économique. Et c'est cette combinaison de crises qui, finalement, pose des questions de résilience, de robustesse particulière. On est dans ces temps aussi marqué par une concurrence internationale sur la recherche qui est très forte. La recherche, c'est à la fois une activité de coopération, et on a des coopérations dans le monde entier avec nos partenaires scientifiques, mais c'est aussi un enjeu personne n'est naïf, c'est aussi un enjeu de compétition scientifique. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, et on a raison de le faire, mais il faut aussi penser à la souveraineté scientifique de l'Europe, de notre pays. Quand on regarde les investissements massifs d'un pays comme la Chine, qui dans quelques années trustera les premières places de tous les domaines de recherche mondiaux, on doit évidemment avoir ça à l'esprit. On a aussi dans les éléments nouveaux de cette année 2025-2026 des missions qui ont été confiées à INRAE, confiées également aux grands organismes de recherche, qui sont de piloter la recherche nationale dans notre secteur. C'est la mise en place des agences de programme qu'un certain nombre d'entre vous connaissez. Et l'agence de programme AgriLife, agriculture et alimentation durable, forêt et ressources naturelles, a été confiée en pilotage à INRAE. C'est une mission supplémentaire qui est évidemment une très belle responsabilité pour nous, et on en dira quelques mots. Diapositive suivante, c'est un petit rappel sur ces 5 grandes orientations. Scientifiques d'abord, des orientations prioritaires de recherche. Pour ceux qui ont une bonne vue, vous les lisez. Pour les autres, je vais les résumer rapidement. La première orientation est autour des changements globaux, et vous l'avez dans la plaquette, me fait signe Cécile, qui vous a été distribuée. Les changements globaux, c'est évidemment le climat, c'est la biodiversité, la sécurité alimentaire, la façon dont ces changements globaux se combinent entre eux pour avoir des impacts notamment sur les risques naturels. C'est notre première priorité de recherche. Si on ne comprend pas ce qui se passe et ce qui va se passer dans les prochaines décennies, on ne sera pas en situation d'apporter des réponses et des solutions. La deuxième orientation, qui est très connectée à la première, est autour des transitions agroécologiques et alimentaires, la transformation des systèmes alimentaires. On a une conviction, les scientifiques mais aussi les acteurs, c'est que les systèmes actuels ne pourront pas tenir le choc à l'horizon 2040-2050. Il faut donc préparer leur transformation en s'appuyant sur les avancées de la recherche. Troisième orientation est autour de la bioéconomie. On n'en parlait pas beaucoup, mais ça monte dans l'agenda, notamment dans l'agenda européen. C'est une priorité de la Commission européenne. La bioéconomie, concrètement, comment on va contribuer à décarboner l'économie, c'est-à-dire ne plus recourir de moins en moins au carbone issu de la pétrochimie en proposant du carbone renouvelable issu de la photosynthèse. C'est un enjeu majeur. Quatrième orientation pour INRAE autour du défi de la santé globale, une seule santé, One Health. Les interconnexions que j'ai déjà un peu évoquées entre la santé des animaux, la santé humaine, mais aussi la santé des végétaux, plus globalement la santé environnementale. On a beaucoup de forces scientifiques au sein d'INRAE sur ces sujets. Cinquième grande orientation autour du numérique, la science des données, l'intelligence artificielle qui bouleverse à la fois l'ensemble des communautés scientifiques mondiales et aussi les secteurs d'activité sur lesquels on travaille. Alors ces 5 grandes orientations scientifiques sont déclinées plus finement. On n'aura pas l'occasion de le présenter ce matin, mais vous pouvez vous en douter, de façon beaucoup plus précise que ce qu'on peut évoquer dans des schémas stratégiques de tous nos départements de recherche. On a 14 départements scientifiques et on est en train, avec Carole, avec le collège de direction, de préparer la déclinaison de ces grandes orientations dans les schémas stratégiques de département. On a 3 orientations de politique générale en tant qu'établissement qu'on porte et qu'on veut encore renforcer dans les prochaines années. La première est autour de l'impact de nos recherches. INRAE, vous le savez, c'est un organisme de recherche finalisé. Ce n'est pas de la recherche que de la recherche fondamentale, et ça serait très bien aussi, comme par exemple nos collègues du CNRS. On a une volonté d'avoir de l'impact dans ces secteurs que j'ai déjà évoqués. On peut avoir de l'impact de plusieurs façons, par l'innovation,
par l'appui aux politiques publiques, qui est une activité qui s'est beaucoup développée au sein d'INRAE ces dernières années, et puis aussi par notre contribution à la formation, que ce soit l'enseignement supérieur ou la formation des nouvelles générations d'agriculteurs à laquelle on va pouvoir contribuer. Deuxième orientation de politique publique ou de politique prioritaire, autour des partenariats. On est, je ne l'ai pas dit en introduction, le premier organisme de recherche en Europe et parmi les tout premiers au niveau mondial, même si la concurrence, encore une fois, est rude. Ça n'empêche qu'on ne peut pas relever seul ces défis. On en est évidemment tout à fait conscient et ça passe par une politique de partenariat en France avec les universités, avec les écoles d'agronomie, les écoles vétérinaires, dans toute une série de sites universitaires. Les pouvoirs publics nous demandent de les renforcer, ça fait partie de notre plan d'action. Mais c'est vrai aussi au niveau européen, on a constitué une alliance de recherche européenne avec nos homologues dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation l'année dernière, et on développe aussi des grands partenariats. On pourra répondre à vos questions si vous le souhaitez là-dessus. Et puis au niveau mondial, je disais qu'il y a de la compétition, mais il y a aussi de la coopération, heureusement, et donc on est, INRAE, très impliqué dans des grands défis de recherche, que ce soit sur la prévention des pandémies, que ce soit sur le carbone dans les sols ou d'autres défis. Et enfin, troisième priorité, plus de pilotage de l'établissement lui-même. On souhaite augmenter notre efficience avec un angle particulier. On a choisi de mettre l'accent sur la RSE. Donc, à la fois, comment on peut réduire l'empreinte environnementale d'INRAE. On est le premier organisme de recherche en France et parmi les premiers au niveau international à s'être engagé dans une dynamique de labellisation RSE avec un plan d'action carbone qu'on va présenter cette semaine, à la fois à nos agents et à l'externe, avec une volonté de décarboner notre activité à l'échelon 2050, comme doivent le faire l'ensemble des acteurs de l'économie. Et c'est une façon aussi pour nous de faire des économies, au bon sens du terme, et aussi d'avoir un management et un dialogue social qui soit actif et qui rendent l'établissement désirable, attractif pour les nouvelles générations de chercheurs, puisque nous aussi, on doit renouveler les générations d'agriculteurs, mais il faut aussi prévoir et préparer le renouvellement des générations de scientifiques. Un mot sur la diapositive suivante, sur une actualité que les collègues journalistes qui suivent le secteur de la recherche connaissent. On a, en tant qu'organisme chef de file, agence de programme, une responsabilité de piloter des grands programmes de recherche qui concernent toute la communauté nationale. On en avait déjà 10 en pilotage ou copilotage. Difficile à voir sur l'écran, mais vous pourrez aussi les retrouver dans la documentation. C'est des programmes prioritaires de recherche dans le secteur de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement, de la biomasse. Et on va en lancer deux nouveaux en ce début d'année. C'est la bonne nouvelle qui a été annoncée par le gouvernement fin d'année dernière. C'est un programme prioritaire sur l'élevage ou les élevages durables, puisque c'est multi-espèces. Il a été bien pensé, il arrive au bon moment, si je puis dire, à la fois pour renforcer la performance économique des élevages en France, mais aussi pour renforcer la sécurité sanitaire des cheptels. Et donc, on a un gros volet santé animale dans ce PEPR, et puis un second programme prioritaire sur les sols, comment on peut améliorer la préservation de la qualité des sols en agriculture. On va ensuite rentrer dans ce qui est un peu le cœur de notre conférence de presse ce matin, la présentation de nos défis recherche et innovation, et c'est Carole qui enchaîne. Donc nos priorités de recherche ont été complétées par des défis recherche et innovation, et c'est la nouveauté de ce plan stratégique INRAE 2030. Pourquoi ? Évidemment pour conforter notre place d'acteur clé de l'innovation. Alors, que sont ces défis recherche et innovation ? Ce sont des projets de recherche finalisés avec une ambition d'impact à 5 ans et qui s'inscrivent en complémentarité de nos orientations de recherche à moyen ou long terme. Ces défis recherche et innovation sont ciblés sur des thématiques à fort enjeu pour produire des solutions concrètes et mobilisables. Et l'important à retenir, c'est qu'on ne part pas de rien. Comme cela a été dit auparavant, on va capitaliser sur des grands programmes, en particulier les programmes nationaux de recherche soutenus par France 2030,
pour produire des solutions concrètes et mobilisables par les acteurs au sein de ces défis recherche et innovation. Et évidemment, pour que les résultats de recherche soient transférés le mieux possible et le plus rapidement possible, ces défis recherche et innovation seront conduits en partenariat avec nos partenaires de la recherche académique, mais aussi et surtout avec nos partenaires socio-économiques. Alors, merci. Ces défis recherche et innovation sont au nombre de 15. Vous pourrez regarder ça beaucoup mieux que sur la diapositive dans le document qui vous a été transmis. 5 de ces défis recherche et innovation vont vous être présentés. Ils alimentent clairement nos grandes orientations scientifiques qui ont été présentées juste avant. Par exemple, pour illustrer le fait que ces défis recherche et innovation s'ancrent sur des sujets d'actualité, au-delà des 5 qui vont vous être présentés juste après, on en a un qui porte par exemple sur le dépérissement des forêts et la mise en place d'un outil de surveillance de l'état de santé des forêts avec 2 livrables principaux. Une chaîne de traitement de l'information qui capitalise des données issues de différentes sources pour suivre les anomalies de végétation et les dégâts à l'échelle régionale, couplé à un outil d'aide à la décision qui va être construit sur la base d'un catalogue d'options de restauration ou de renouvellement des forêts. Un second exemple, qui ne sera pas détaillé aujourd'hui, mais sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez, va porter sur l'effet du commerce et des politiques commerciales sur le secteur agroalimentaire en France et en Europe, avec une évaluation, la mise en place d'une méthodologie d'évaluation des coûts liés aux normes françaises ou européennes par rapport aux importations des pays tiers. Et on va faire cela sur des cas très concrets en termes de contraintes, que ce soit des gaz à effet de serre, la réduction des émissions des gaz à effet de serre, la réduction des pesticides ou la réduction des antibiotiques, sur 3 grandes filières, les grandes cultures avec en particulier le blé, les fruits et légumes et bien sûr la filière viande. L'idée étant de proposer également dans ce défi des outils de compensation. Voilà, je vais m'arrêter là pour ces généralités sur les défis recherche et innovation et donner la parole à Samy Bouarfa qui va vous présenter le premier défi sur l'eau. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Samy Bouarfa, donc je travaille sur les sujets de l'eau et le défi que je vais vous présenter concerne un enjeu central pour l'agriculture et pour nos territoires, le pilotage des ressources en eau dans un contexte de changement climatique. Donc le cycle de l'eau est aujourd'hui profondément perturbé avec une alternance plus fréquente des sécheresses, des excès d'eau, des tensions croissantes sur les usages, avec en première ligne l'agriculture. Donc en France, par exemple, les surfaces irriguées ont été multipliées par 3 en 50 ans. Et aujourd'hui, à peu près 60% de l'eau dite bleue, donc celle qui est prélevée dans nos rivières et qui est stockée dans les nappes, est destinée à l'agriculture. Donc cette pression va encore s'accentuer avec l'augmentation de l'évapotranspiration liée au changement climatique. Donc face à cette situation, nous avons un double impératif, donc garantir la performance et la sécurité de la production agricole, tout en assurant une gestion durable et partagée de la ressource en eau. Donc c'est l'objectif de ce défi recherche et innovation, donc développer de nouveaux outils de simulation et d'aide à la décision pour piloter la ressource en eau de manière plus anticipée, mais également plus intégrée, plus robuste. Donc concrètement, cette approche consiste à faire dialoguer, peut-être pour la première fois à cette échelle, les modèles agronomiques et les modèles hydrologiques, donc l'agriculture et l'eau. Cela signifie que nous n'allons plus regarder séparément les besoins en eau des cultures, le fonctionnement des hydrosystèmes, mais que nous les intégrons dans une même chaîne de modélisation. Et nous allons ainsi pouvoir simuler de manière cohérente à la fois l'évolution des ressources en eau, les prélèvements agricoles, les effets des pratiques culturelles et notamment les transitions agroécologiques, et puis toutes les rétroactions
sur les milieux aquatiques, donc les débits dans les rivières, et sur les rendements agricoles. Donc l'idée, c'est de construire des scénarios prospectifs, donc en croisant à la fois les projections climatiques, l'évolution des systèmes de culture, les choix d'aménagement, et on sait combien le sujet est d'actualité en matière de stockage de l'eau, et le développement de pratiques et de technologies plus sobres en eau. Donc voilà, l'ambition est de passer d'une gestion réactive à une gestion plus stratégique et anticipée de l'eau agricole. Donc pour cela, on va s'appuyer sur 3 territoires pilotes ancrés dans des projets de territoire de gestion de l'eau, avec des situations contrastées. Grande culture, viticulture, arboriculture, tout ça exige pas mal d'eau, maraîchage, et notamment dans des bassins où la ressource en eau est sous forte tension, notamment les bassins Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne. Voilà. Donc le livrable central, donc on parlait de livrable opérationnel, c'est une preuve de concept opérationnel, un outil de simulation capable à terme d'être extrapolé au niveau national, donc destiné à éclairer les décisions des collectivités, des agences de l'eau, des services de l'État, mais aussi des acteurs agricoles, en apportant une vision partagée des compromis possibles et envisageables entre production agricole, usage et préservation de la ressource en eau. Donc voilà. Enfin, ce défi sera développé en partenariat, on le disait, donc des partenaires socio-économiques, donc notamment tout l'ensemble des acteurs de l'agriculture et de la gestion de l'eau, notamment les instituts techniques agricoles via l'ACTA, les agences de l'eau et également les acteurs territoriaux impliqués dans les PTGE. Voilà, merci beaucoup. Merci Samy. On enchaîne sans transition avec un autre défi à la fois d'actualité et pour le futur, la santé animale, les vaccins et comment on peut répondre, qu'est-ce que peut apporter la recherche. Pauline Ezano, chef du département santé animale. Merci. Bonjour à tous. Donc déjà, un petit mot sur le département. C'est 18 unités de recherche et unités expérimentales. Et une caractéristique, je le mentionne en début, c'est parce qu'on va les mobiliser pour ce défi. La grande caractéristique, c'est qu'elles sont toutes en co-tutelle avec nos partenaires académiques du domaine de la santé animale, à savoir les écoles vétérinaires françaises, l'ANSES et le CIRAD, et bien sûr avec également de grandes universités. Et donc, on ira sur ce défi, pas seul, mais bien avec nos partenaires académiques de nos UMR. Donc sur ce défi sur vaccination et stratégie vaccinale, donc déjà, en termes de contexte, vous le savez bien, je pense que l'actualité l'a démontré, on a des maladies en élevage qui sont de plus en plus nombreuses, qui impactent largement nos filières de production animale, avec un coût économique très élevé. Parfois, Philippe l'a mentionné tout à l'heure, un impact également pour la santé publique lorsque les agents pathogènes sont transmissibles des animaux d'élevage vers les êtres humains. Le risque d'introduction et de diffusion ensuite de ces agents pathogènes augmente, notamment avec les changements globaux. On a une intensification des mouvements, non seulement d'animaux bien sûr, mais aussi de produits animaux et d'humains à l'échelle internationale. On a les changements climatiques qui aussi impactent ces risques d'introduction et de diffusion, et puis des changements d'occupation du sol. Tout cela fait qu'on a plus d'interactions entre les animaux, les vecteurs, les agents pathogènes, et cela complexifie nettement la gestion de ces systèmes épidémiologiques qui, en plus, sont souvent multi-espèces. On va avoir comme enjeu, pas tellement de savoir si on va avoir une nouvelle épizootie, vous l'avez vu dans ces dernières années. Là, le problème, c'est plutôt de savoir où, quand et quelle sera cette épizootie. On doit faire face à la fois à des problématiques de gestion de maladies qui circulent déjà sur nos territoires, mais également de ceux qui risquent de circuler parce qu'ils sont à nos portes, et ils sont nombreux à nos portes. Ce n'est pas toujours si facile que ça de savoir quelle sera la prochaine maladie à gérer à l'échelle nationale. Et donc, lorsqu'on a une émergence d'une maladie réglementée, et notamment lorsque c'est une maladie très grave, comme ça a été le cas pour la dermatose nodulaire contagieuse par exemple, la première des interventions va être d'abattre les foyers pour protéger les élevages qui sont autour et éviter que cela se transmette trop. Bien sûr, c'est accompagné d'autres mesures de type intensifier la biosécurité, faire des restrictions de mouvement d'animaux par exemple. Et lorsque c'est possible, lorsqu'un vaccin est disponible, mobiliser la vaccination pour limiter le recours aux autres interventions qui sont souvent très difficiles à mettre en œuvre et très difficile également à accepter. On va donc avoir une attente notable des filières en termes de développement de nouveaux vaccins qui soient à la fois utiles
et utilisable. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Utile, ça veut dire bien sûr protecteur, efficace contre la maladie, contre l'infection, mais pas uniquement. C'est également qu'on cible les bonnes maladies, celles qui sont des vraies attentes pour les filières, soit parce qu'elles posent déjà des problèmes, soit parce qu'elles vont en poser. Et là, on voit tout de suite qu'il va falloir faire un petit pari sur quelle va être la prochaine maladie à arriver, et également qu'il soit utile parce que acceptable par les éleveurs et donc mobilisable sur le terrain. Ça veut dire quoi acceptable? Ça veut dire qu'on va avoir, au-delà de l'efficacité du vaccin, on va avoir des modalités de distribution, par exemple, qui soient pertinentes, qui soient utilisables par les éleveurs, qui ne soient pas trop coûteux, qui soient donc gérables au niveau économique pour les filières, et puis qui soient industrialisables. Quand on est face à des maladies qui se propagent vite, on va avoir besoin de mobiliser massivement les vaccins, et donc on va avoir besoin de transformer la connaissance qui est produite par la recherche et si possible avec des technologies qui permettent cette massification pour ensuite pouvoir déployer ces solutions sur le terrain. Donc on a vraiment cet enjeu à la fois bivalent d'utile et d'utilisable. Et en parallèle de ça, c'est bien d'avoir à disposition des vaccins, mais il faut aussi savoir comment on va les distribuer sur le terrain. Et donc on a besoin d'avoir des stratégies de vaccination qui soient optimales, qui tiennent compte des contraintes de terrain. Alors ces contraintes, bien sûr, c'est lié aux caractéristiques des vaccins que j'ai déjà mentionnées, à leur coût, au nombre de doses nécessaires, etc., mais également à ce qu'on a à disposition. Par exemple, combien on a de doses de vaccins disponibles et qu'on peut déployer sur le terrain. Combien on a de personnes pour faire ce déploiement sur le terrain. Donc toutes ces contraintes sont à prendre en compte pour pouvoir construire à des échelles territoriales des stratégies de vaccination qui soient pertinentes et qui tiennent compte des spécificités locales et également des contraintes du terrain. Donc l'objectif de ce défi sera à la fois de développer des connaissances pertinentes pour de nouveaux vaccins utiles et utilisables. Ah, j'ai pas fini, c'était sur la diapo précédente. Merci. Et des nouvelles stratégies vaccinales. Ces travaux viendront en renfort de ce qui est programmé dans le programme national élevage durable. Et ici, on aura un focus particulier avec un apport notamment du numérique et de l'intelligence artificielle en focalisant sur 4 espèces, les bovins, les ovins, les porcs et les volailles. Diapo suivante. On cible donc la production de connaissances pour développer 5 nouveaux vaccins en 5 ans, donc sur 5 maladies, la grippe aviaire, la maladie hémorragique épizootique des bovins, la dermatose nodulaire contagieuse des bovins, le syndrome dysgénésique et respiratoire porcin et la fièvre catarrhale ovine. Et puis un outil d'appui aux politiques publiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vise à optimiser la mise en œuvre opérationnelle des stratégies vaccinales à l'échelle des territoires, avec comme premier exemple la MHE, pour laquelle on a un peu de recul et des données qui permettent de calibrer nos modèles et donc d'évaluer leur validité et pour pouvoir les réutiliser ensuite dans d'autres contextes. Et comme je l'ai mentionné au tout début, bien sûr, nous n'irons pas seuls sur ce défi, nous le ferons avec nos partenaires académiques, ANSES, CIRAD et École vétérinaire, mais également avec nos partenaires régaliens, notamment la Direction générale de l'alimentation, et avec nos partenaires socio-économiques dans le domaine de la santé animale, comme par exemple l'entreprise Ceva. Je vous remercie. Merci. Merci Pauline. Donc on enchaîne avec la bioéconomie et un focus que va présenter Michael O'Donoghue, notre nouveau directeur scientifique pour la bioéconomie, sur les biotechnologies qui vont jouer un rôle clé dans le déploiement de la bioéconomie avec la volonté d'avancer sur un jumeau numérique que je lui laisse nous présenter. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, le défi que je vais introduire est vraiment en appui à la transition vers une bioéconomie. Et comme vous le savez, et comme Philippe a rappelé dans son introduction, la bioéconomie, c'est un système économique qui mobilise les ressources d'origine biologique comme substitut aux ressources fossiles pour subvenir aux différents besoins matériels de la société, tout en permettant, entre autres, à réduire l'empreinte carbone des produits et des services que nous consommons. Donc, parmi les technologies clés de la bioéconomie figurent, je dirais, presque en première place, les biotechnologies. Ces technologies font appel à la puissance catalytique du vivant et offrent la possibilité de fabriquer un assez large éventail de produits et services. Donc, vous avez des exemples comme les carburants et d'autres produits énergétiques. Vous avez des produits chimiques, des matériaux, des molécules bioactives pour l'agriculture et encore les ingrédients pour nos aliments ou pour l'industrie pharmaceutique.
Donc, au cœur de la plupart des bioprocédés, donc, où on utilise les biotechnologies, on trouve la fermentation, qui en constitue une opération clé pour la réalisation de bioprocédés. Or, comme vous le savez, la fermentation, on la pratique depuis des millénaires. Mais le déploiement de la fermentation dans un contexte moderne, avec des contraintes économiques, s'avère assez complexe parce qu'il est difficile de conduire, de piloter les réactions qui sont catalysées par des cellules au sein d'un bioréacteur à l'échelle industrielle. C'est pourquoi, à présent, on fait appel à l'intelligence artificielle pour développer des jumeaux numériques. Ces copies numériques du bioréacteur devraient nous permettre de mieux comprendre et prédire le fonctionnement des cellules en fermentation. Et en étant capable d'échanger en temps réel des informations avec son jumeau physique, le bioréacteur, le jumeau numérique devrait in fine nous permettre de conduire automatiquement des bioréacteurs et en optimiser la performance. Donc l'objectif de notre défi, pour permettre à la France et à l'Europe de faire face à la compétition croissante dans le secteur des biotechnologies, et c'est une compétition aujourd'hui qui devient féroce à l'échelle mondiale, nous proposons de valoriser les résultats de différents projets, dont le projet européen Bioindustrie 4.0 qui est coordonné par INRAE, pour mettre au point un jumeau numérique capable de recevoir et d'envoyer des informations vers un bioréacteur en opération. Ensuite, à l'aide de boucles de commande-contrôle, il serait possible avec le jumeau numérique de piloter les réactions avec précision, de manière à obtenir le ou les produits ciblés. Notre intention est de transférer rapidement nos travaux et nos résultats vers nos partenaires industriels en déployant le prototype du jumeau numérique au sein de nos démonstrateurs pré-industriels. On assurera également la diffusion de ce prototype via l'infrastructure de recherche européenne IBISBA, dont nous sommes coordinateurs. Ainsi, nous souhaitons placer les entreprises françaises à l'avant-garde de la compétition internationale et par la même occasion, accélérer d'une manière décisive le développement d'une technologie clé pour la bioéconomie et donc accélérer la transition vers la bioéconomie. Merci beaucoup, Michael. Alors, on était dans la bioéconomie et on va maintenant faire un focus sur les défis pour l'alimentation de demain, avec Christophe Chassard qui va nous parler de microbiome et d'innovation. Merci Philippe, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, j'ai le plaisir de vous présenter le défi qui tourne autour des microbiomes. Alors, peut-être quelques mots sur MICA, mon département. Voilà, 26 unités réparties sur les 11 centres. Un département qui est capable de travailler en recherche fondamentale, mais aussi en recherche finalisée, de faire un petit peu l'alternance entre les deux, avec un vrai goût de l'innovation. On fait beaucoup de déclarations d'invention, beaucoup de brevets. Et voilà, les deux sont intimement liés, je pense. C'est très important. On va revenir à nos microbiomes, microbiote intestinal, microbiote alimentaire. On a fait des gros travaux ces 15-20 dernières années pour démontrer à la fois l'importance de ce microbiome-là, notamment pour la santé. Voilà, avec beaucoup de choses qui ont émergé de plus en plus structurées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un vrai enjeu sociétal en fait, à répondre à transformer ces connaissances et à répondre aux besoins de la société en produisant des nouveaux aliments, notamment avec des effets bénéfiques santé qui vont être ciblés, choisis, développés. On a des besoins qui sont technologiques, centrés sur des marchés qui sont bien connus, bien matures. Voilà, la fermentation alimentaire, mais on va pouvoir optimiser ces aliments. On va être capable de développer un petit peu plus la filière du complément alimentaire, notamment en sélectionnant les bons microbes, les associant notamment avec des prébiotiques, pour faire des symbiotiques, avec une visée très spécifique et très santé, très ciblée. Et jusqu'à des choses qui sont beaucoup plus émergentes, mais qui commencent un peu à s'affirmer dans le temps. C'est le microbe médicament. On va choisir un microbe particulier, on va le sélectionner, il va pouvoir après-demain être utilisé comme médicament, notamment dans les pathologies digestives. Alors l'objectif et la méthode de ce défi, c'est clairement accélérer le transfert de nos résultats prometteurs des labos vers l'industriel et en allant jusqu'au marché.
notamment en utilisant nos démonstrateurs, qui sont des accélérateurs aussi de l'innovation. Clairement, c'est transformer l'innovation en solution, le faire le plus rapidement possible et le plus massivement possible à l'intérieur de nos structures. Les cibles du projet sont triples. À minima, c'est de développer un nouvel aliment fonctionnalisé en lien avec la nutrition et la santé. Donc en gros, ou pas un aliment fermenté avec déjà un effet intéressant de la fermentation, mais on va être capable d'aller un peu plus loin en sélectionnant le bon micro-organisme qui va soit produire, par exemple, un composé nutritionnel, un micronutriment, une vitamine, soit, ou même éventuellement être capable d'arriver au niveau du digestif vivant pour avoir une action secondaire positive sur la santé. Donc voilà, on prend une matrice alimentaire, on le fonctionnalise avec des microbes et on a un impact qui est vraiment direct, notamment sur le type digestif. On veut développer à minima un complément alimentaire aussi. Donc là, on va associer un micro-organisme qui va être sélectionné, probablement aussi le formuler, pour arriver à une action concrète après en santé humaine, soit notamment sur l'inflammation digestive, la sarcopénie, avec des souches qu'on a pu développer qui vont être capables de protéger la fonte musculaire, par exemple. Donc là, on va pouvoir apporter un complément alimentaire, un appui du régime alimentaire pour être capable de protéger notamment les muscles, ou en lien avec les troubles métaboliques, en particulier le syndrome métabolique, voilà, tout ce qui est analogue au GLP-1. On a des choses qui sont assez intéressantes pour arriver à combiner des approches notamment alimentaires. Dernier point un peu stratégique aussi, une solution thérapeutique innovante. Donc développement beaucoup plus long, on parle d'un micro-médicament, donc là on est sur des temps beaucoup plus longs, mais très intéressants aussi, parce que c'est des pistes assez innovantes, notamment en termes de pathologies digestives et pour les infections. Et on va faire ça avec nos partenaires, notamment partenaires de la santé humaine, en particulier l'INSERM, le CHU, nos CRNH, qui vont être particulièrement stratégiques pour la démonstration, notamment dans le cadre des études in vivo, notamment chez l'homme. Le centre de recherche en nutrition humaine, voilà, qui sont répartis sur la France, on en a 4. Et tout l'écosystème en fait partenarial autour de l'INRAE, qui est vraiment dynamique, notamment au niveau des startups et des spin-offs INRAE, où on va essayer capable de pousser l'innovation aussi avec nos startups et d'aller encore un peu plus loin. Merci Christophe. Donc la présentation d'un 5e défi recherche et innovation autour de l'intelligence artificielle pour accélérer les innovations en agriculture. Alors évidemment, l'IA est une révolution technologique qu'on mobilise pour beaucoup de nos recherches. Ça a été illustré ce matin, par exemple, sur le sujet des vaccins, également sur le sujet des jumeaux numériques. L'objectif de ce défi est de l'utiliser comme un levier pour une agriculture plus efficace, moins intensive en intrants et également durable et équitable. Alors l'IA, en facilitant le traitement rapide d'un grand ensemble de données issues de différentes origines, favorise clairement l'émergence et la mise à l'échelle de solutions concrètes pour les agriculteurs, par exemple pour anticiper les risques sanitaires ou climatiques, ou encore optimiser les outils de production ou de gestion, et également pour décharger l'agriculteur de certaines charges répétitives. Et ce point est particulièrement critique dans un contexte de renouvellement des générations d'agriculteurs. Donc c'est clairement un défi qui mobilise l'IA au service de la transition agroécologique et pour l'adaptation au changement climatique. Avant de vous parler des cibles de ce défi recherche et innovation, il nous paraît vraiment important de rappeler que nous portons une vision engagée de l'intelligence artificielle avec nos partenaires, en particulier de l'ACTA et des chambres d'agriculture. En effet, on promeut une IA frugale, accessible à tous les agriculteurs et à tous les types d'agriculture, qu'on s'adresse à des petites, moyennes ou grandes exploitations. Et puis une IA qui n'a surtout pas vocation à remplacer le travail de l'agriculteur, mais bien à l'accompagner, à valoriser son travail et évidemment à accroître la performance des exploitations. Alors, dans le cadre, merci, de ce défi, on va avoir 2 grandes catégories de cibles. Une première catégorie de cibles sur des outils opérationnels à destination des agriculteurs, par exemple pour détecter
des maladies présentes dans les cultures. Et pour cela, on va mobiliser et adapter l'application PlantNet qui a été co-élaborée avec nos partenaires de l'INRIA et du CIRAD. On va également produire un outil de suivi du bien-être animal en temps réel, ainsi que l'utilisation, l'exploitation de données satellitaires à des échelles très locales pour optimiser la gestion de l'exploitation, par exemple en termes de ressources en eau ou de gestion des contraintes climatiques. L'ensemble de ces cibles vont bénéficier en particulier des avancées produites dans le cadre du PEPR agroécologie et numérique qui est piloté par INRAE. Et puis un second type de cible qui va être la mise en place d'une infrastructure de données agricoles et de code open source qui vont être mis à disposition des startups de l'AgTech pour développer des solutions concrètes pour les agriculteurs. Donc là, on va se positionner en fournisseur de données, de codes et de logiciels qui vont permettre aux startups de développer une diversité de solutions pour les agriculteurs. Cette dernière ambition fait partie d'un projet ambitieux qui est porté par notre partenaire, la Ferme Digitale, en collaboration avec l'ACTA et l'INRIA, projet qui a actuellement été proposé pour un soutien financier à France 2030. Voilà, j'en ai terminé et je redonne la parole à Philippe Mauguin. Merci. Alors, on a parlé depuis le début d'un continuum finalement de recherche à la fois moyen-long terme, de recherche scientifique. On a parlé à l'instant avec ces 5 défis de recherche tournée innovation à 4-5 ans. Et je voudrais évoquer rapidement dans les actualités de ce début d'année notre engagement aussi dans les démonstrateurs territoriaux. Certains d'entre vous le savent, on avait été l'organisme de recherche le plus impliqué dans les territoires d'innovation qui ont été soutenus par France 2030, qui sont des très grands projets de transformation dans les territoires, et on en a un certain nombre dans le secteur agricole et alimentaire. Là, c'est une nouvelle génération de projets qui va être soutenue par France 2030, des démonstrateurs territoriaux, et vous voyez que sur cette image, ceux qui sont surlignés en jaune, ces 12 sont conçus en partenariat avec INRAE sur les 23. C'est important parce que c'est encore une autre phase de déploiement dans lequel nos chercheurs s'impliquent. Là, on va être avec des filières sur des territoires plus petits, mais c'est aussi souvent là que le dernier kilomètre du transfert de l'innovation va se passer, dans la façon dont les filières se mobilisent, les marchés s'ouvrent, et c'était donc important de le signaler. On fait ça avec le soutien du programme France 2030, du SGPI, de la Banque des Territoires, et on aura l'occasion de les présenter plus concrètement au Salon de l'Agriculture. Autre point d'information, ce début d'année, on a tout au long de l'année dernière renouvelé le collège de direction avec un certain nombre de directeurs, de directrices qui, après avoir mené un travail remarquable pendant plusieurs années, ont passé la main. Et donc, c'est l'occasion pour moi, certains sont là, comme Carole ou comme Patrick Flammarion. Peut-être, Patrick, tu peux te lever, le directeur général délégué à l'appui, à l'expertise, à l'appui aux politiques publiques. Mais on a renouvelé nos directeurs et directrices scientifiques. On a déjà eu l'occasion de voir Michael Odeneu, nouveau directeur scientifique bioéconomie, mais Isabelle Litrico, qui est avec nous, directrice scientifique agriculture, qui a repris le pilotage de la direction scientifique après Christian Huyghe. Sophie Nicklaus, à ses côtés, directrice scientifique pour l'alimentation et la santé, qui a repris aussi cette fonction après Monique Axelos. Et enfin Anne Varret, directrice scientifique pour l'environnement et la forêt, qui a repris cette direction après Thierry Caquet, qui est parmi nous, le vice-président international, qui est là. Voilà, c'est important de le signaler, pourront répondre éventuellement à certaines de vos questions. Ça peut être des contacts utiles aussi dans le futur sur tous les sujets d'intérêt que vous avez. Enfin, dernier point avant qu'on réponde à vos questions, on sera évidemment présent au salon, un salon, on le sait, qui
qui va se dérouler peut-être sans les bovins, mais en tout état de cause avec nos chercheurs qui seront présents pour montrer leur engagement concret auprès de l'ensemble des acteurs de l'agriculture, que ce soit les agriculteurs, les partenaires du développement technique, de l'innovation. Et on aura, comme chaque année, alors on sera sur un stand un petit peu plus petit puisqu'on a souhaité, c'est logique, faire des économies, comme tous les opérateurs de l'État, mais on sera présent avec, je crois, la même disponibilité de nos chercheurs et de nos chercheuses pour répondre aux questions du public et montrer concrètement comment ces défis recherche et innovation qu'on vous a présentés ce matin vont s'incarner concrètement. On aura des conférences thématiques aussi avec nos partenaires et puis on fera un point lors d'un colloque sur le sujet aussi très important, très attendu du pilotage de l'eau en agriculture. Samy, avec le défi, vous en a déjà un petit peu parlé. Et voilà ce qu'on voulait partager avec vous ce matin avant de répondre très concrètement à vos questions.